bienvenue dans cette émission organisée par le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, émission que nous allons consacrer pendant 1 heure au bassin méditerranéen. Pendant la période du Covid, les liaisons se sont distendues, les relations ont été difficiles, les ouvertures, les fermetures de frontières, les mesures sanitaires ont fait qu'il était difficile de trouver des marchés à l'international et les entreprises ont dû mettre un frein à leur activité internationale. Avec la reprise, avec la relance que l'on souhaite tous et sur laquelle les entreprises sont totalement offensives, eh bien le bassin méditerranéen retrouve à Marseille son évidence. Ici, c'est un marché de proximité, c'est un marché domestique. C'est là où on peut trouver les premières relations et les premières relations internationales. C'est donc de cela dont nous allons parler avec le bassin méditerranéen dans sa première proximité, la rive sud, mais aussi dans ce qu'il ouvre vers l'Afrique subsaharienne notamment et vers le monde, puisque la Méditerranée est par essence une ouverture au monde. C'est avec Mohamed Lakila que nous allons ouvrir ce débat, puisque Mohamed Lakila est toujours expert comptable, même si on le connaît bien comme député. Il est à la commission des finances et il scrute notre budget avec une grande attention, mais au Conseil de l'Ordre, il a toujours une attention très forte sur le bassin méditerranéen. Il connaît bien ce territoire-là. Il a initié de nombreuses relations nouvelles avec les experts comptables de la rive sud. C'est pour ça que je crois qu'il a voulu relancer cette activité et faire que, dans la relance, elle comprenne aussi cette relance de l'ouverture méditerranéenne. Mohamed Lakila. Merci Christian. On renoue un peu avec ce qu'on a fait par le passé, mais tant mieux. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord d'excuser le ministre, Franck Riester, qui devait être parmi nous et malheureusement il n'est pas là. Vous connaissez les raisons, notamment l'actualité qui est très chaude, qui a mobilisé l'ensemble des ministres, en tout cas autour des affaires étrangères. Alors très rapidement, ce que j'aimerais dire en introduction à cette table ronde, il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sortie de crise sanitaire et le quoi qu'il en coûte a permis de sauver d'abord nos entreprises et de sauver des emplois. Il faut le dire et le redire. Le fil conducteur du projet de loi de finances qui a été présenté pas plus tard qu'hier en Conseil des ministres, je dirais même que depuis tous les projets de loi de finances, depuis 2017, il y a un seul fil rouge, c'est l'engagement qu'a pris le président de la République de faire de la France le champion d'une croissance durable. Le champion d'une croissance durable. Et toutes les réformes qui ont été entreprises depuis la loi de finances de 2018 ont permis à la France de devenir la nation la plus attractive d'Europe pour les investissements étrangers en 2020. Je dis bien la première nation attractive en Europe. Il faut le savoir. Quant aux mesures de soutien et d'urgence que nous avons déployées depuis mars 2020, dont le total devrait atteindre 70 milliards sur 130 milliards d'ici la fin de l'année. Mais ils ont préservé avant tout notre système productif, ils ont préservé nos emplois, je le disais tout à l'heure, et nos entreprises. Et par cette politique de soutien massif à celles et ceux qui font vivre notre économie, que la France retrouve dès la fin de cette année son niveau d'activité d'avant 2019. Il faut le dire, il faut le savoir. Et notre économie devrait connaître en 2021 l'une des croissances les plus importantes d'Europe. Et là, je m'adresse aux experts comptables et au travers eux, à toutes les entreprises qui représentent. Cette croissance, cette première place en termes d'attractivité d'investissement, bien évidemment, nous souhaitons aussi accompagner les entreprises. Pour que le plus tôt possible, on retrouve une balance commerciale le plus équilibrée alors que ça fait plus de 20 ans qu'elle est déficitaire. Je pense qu'il faudra mobiliser tout le monde et on est là pour se mobiliser. Pour cela, nous avons besoin de soutenir nos entreprises et de les aider réellement à exporter, à être performantes à l'export. Nous sommes dans une région, dans une ville, Marseille, tournée vers la Méditerranée. La véritable porte de la Méditerranée. Une porte vers le continent africain. Une porte ouverte sur le monde, finalement, avec notre port. Nous sommes donc partis d'un constat simple. Les outils existent bien et belles, mais trop peu de nos petites entreprises, nos PME, les ignorent. En tout cas, souvent, ces aides, seules les grandes entreprises, les grands groupes les connaissent. Pourtant, nous avons une région dont le tissu économique aujourd'hui fait principalement de petites entreprises. Alors, comment mieux informer nos entreprises sur les marchés étrangers? Comment ne rien louper de ce que le gouvernement et notre majorité finalement met en place? Comment faciliter les activités de prospection à l'export? Quelles aides
Comment participer, être accompagné sur les salons à l'étranger grâce à l'outil, d'abord Internet. Comment développer de nouvelles vitrines digitales de l'offre française. Comment financer le cycle export. Bref, comment promouvoir tout simplement la marque France. Nous avons, dans le cadre de France Relance, mis en place de mesures qui sont autant d'outils qui seront très certainement développés tout à l'heure par Madame Philippi, que je remercie d'être là, qui est directrice interrégionale chez Business France, qui est présente parmi nous. Également, Tini Doucen de Ramirez, qui est déléguée régionale internationale pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui représente BPI. Nous sommes aussi là aujourd'hui pour discuter et débattre des difficultés que peuvent connaître les entreprises, et je remercie toutes les entreprises qui sont là, DMS Logistique, SP3H, Technopole et Cosmed, qui se présenteront tout à l'heure, d'être un peu nos témoins finalement, et pourquoi pas le poil à gratter. Les budgets sont là, les lois de finances consécutives également, les partenaires aussi, et je remercie d'ailleurs Colette Weisman, qui est présidente de l'Ordre des experts comptables de Marseille, Provence, Alpes, Côte d'Azur, ainsi que Bruno, que je vois également, Bruno d'Artigonave, qui est vice-président et qui gère cette commission des entreprises, de mobiliser. Ils sont là pour mobiliser les 2000 experts comptables, 2000 et quelques. Tout à l'heure, je crois que Colette nous dira le chiffre précis sur la région. Voilà ce que je souhaitais, mon cher Christian, dire en préambule. Merci. Donc, on l'a dit, Franck Riester n'a pas pu être parmi nous, mais il a tenu à nous adresser un message que nous écoutons maintenant. Monsieur le député, cher Mohamed Lakila, Madame la Présidente, chère Colette Weisman, Mesdames et Messieurs, chers amis, je regrette de ne pas avoir pu participer en direct à cet échange sur un sujet aussi fondamental que les enjeux économiques du bassin méditerranéen. Et je tiens vraiment à remercier le député Lakila et le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de la région Sud pour leur invitation. Qu'est-ce que la Méditerranée? 1000 choses à la fois, répondait l'historien Fernand Braudel, mais surtout un très vieux carrefour, car depuis des millénaires, tout a conflué vers elle, brouillant, enrichissant son histoire. Et en effet, pendant des millénaires, ce carrefour culturel et commercial est resté le centre de notre monde. Il était donc naturel que notre réflexion, au sortir de la crise, nous porte à réinvestir fortement cet espace familier de prospérité partagée. La crise que nous traversons a agi comme un révélateur des fragilités inhérentes à notre schéma de développement. Vulnérabilité accrue de nos chaînes de valeur aux chocs mondiaux. Trop forte concentration de nos approvisionnements sur un nombre limité de fournisseurs. Dépendance excessive vis-à-vis de certains fournisseurs pour certains produits critiques. Apporter une réponse efficace à ce défi exige de mobiliser tous les leviers de politique économique et commerciale à notre disposition. Et je crois que cela exige d'accélérer deux mouvements. D'abord relocaliser, mais surtout régionaliser et colocaliser. C'est-à-dire en fait produire en France et en Europe quand c'est possible, mais aussi développer des schémas commerciaux nouveaux avec des partenaires plus proches. Ou plus précisément, réinventer des circuits commerciaux qui ont longtemps été au cœur de nos échanges. Le Maghreb et au-delà le continent africain constituent cet espace naturel et dispose de nombreux atouts pour constituer une zone en capacité de rivaliser avec certains approvisionnements en provenance d'Asie. C'est le sens de l'ambition exprimée par le président de la République Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017 pour une relation profondément renouvelée et renforcée avec l'ensemble du continent africain. Avec le volet export de France Relance que nous déployons depuis le 1er octobre 2020, nous répondons présents aux côtés de l'ensemble des entreprises qui souhaitent s'y projeter. Nous avons fait du sur-mesure pour permettre en particulier à nos PME et TPE d'aller décrocher de nouvelles opportunités internationales. Nous mobilisons pas moins de 250 millions d'euros pour les accompagner le plus efficacement possible autour de 5 priorités. Donner à nos entreprises l'information dont elles ont besoin pour prospecter efficacement. Elles ont accès à des comptes personnalisés sur le site de la Team France Export qui leur donne des informations mises à jour en temps réel sur les opportunités de marché pertinentes. Aider nos entreprises à se projeter sur les marchés étrangers. Et c'est le sens des chèques relance export qui couvrent jusqu'à 50% des frais de projection de nos entreprises et des 3 e-vitrines pour les vins spiritueux, l'agroalimentaire et les cosmétiques. Muscler les financements publics pour sécuriser les démarches export. Nos entreprises peuvent s'appuyer sur les moyens renforcés de l'assurance prospection, des financements dits FASEP et aussi bien sûr des prêts du Trésor.
Soutenir la jeunesse avec les chèques VIE, des volontaires internationaux en entreprise, qui couvrent 15 à 20% de l'envoi en mission d'un jeune volontaire à l'étranger. Donner davantage de visibilité à l'offre française. C'est l'objet de la campagne de communication internationale que nous lancerons très bientôt autour de la marque France, à laquelle nous avons souhaité donner une ampleur nouvelle. Pour accompagner la reprise, nous avons pris la décision de prolonger ces dispositifs d'accompagnement jusqu'au 30 juin 2022. Et c'est pourquoi je compte sur vous pour passer le message à toutes les entreprises de la région, à tous vos clients. C'est le moment de repartir et de se développer à l'international, en particulier vers la Méditerranée. Mes chers amis, tout nous porte vers la Méditerranée. Notre proximité historique, culturelle et bien sûr géographique. La préoccupation environnementale et climatique que nous partageons avec les pays du pourtour méditerranéen. Notre proximité économique et commerciale. La volonté que nous partageons aussi avec nos partenaires européens de densifier nos liens avec l'espace méditerranéen et le continent africain plus largement. Ce sera d'ailleurs l'un des enjeux de la présidence française de l'Union européenne début 2022. Je vous souhaite de très beaux échanges et je vous dis à très bientôt en Région Sud. Merci à Franck Riester de ce plaidoyer pour la Méditerranée. À Marseille, c'est toujours quelque chose que l'on entend avec bonheur. On souhaite qu'il se concrétise et qu'il se réalise. Merci aussi pour la prolongation des dispositifs jusqu'au 30 juin 2022. Il faut effectivement pour l'international que les entreprises puissent reprendre pied dans les pays à l'international, en Méditerranée, en Afrique. Et ça demande un peu de délai. Donc la prolongation de ces mesures qui ont été prises dans la période de pandémie est tout à fait salutaire pour les entreprises. Colette Wetzmann, vous êtes présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Vous avez voulu, vous aussi, ce débat, cette ouverture, cette relance. Vous y êtes attaché depuis très longtemps. Depuis le début, vous avez dit les entreprises redémarrent alors que d'autres disaient ça va plonger. Donc je crois que ça s'inscrit tout à fait dans votre philosophie et dans votre vision que vous avez de l'entrepreneuriat dans cette région. Tout à fait, Christian. Avant tout, un petit message d'accueil, de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tenais d'abord, en ma qualité de présidente de l'Ordre des experts comptables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à remercier le ministre M. Franck Riester de sa participation, même en direct, à notre table ronde. Je sais, de par les propos de notre député, que s'il avait pu venir, il l'aurait fait, mais malheureusement, comme Mohamed Lakila l'a rappelé, il a été retenu par des obligations. J'ai l'honneur de présider le conseil régional de PACA, qui regroupe aujourd'hui 2098 experts comptables, plus précisément. Tout à l'heure, Mohamed attendait le chiffre, parce qu'un expert comptable, c'est quelqu'un qui est très précis. Et derrière chaque expert comptable, c'est quasiment 200, 250 entreprises qui sont accompagnées. Je remercie également mon vice-président, Bruno Dartiguenave, d'animer la commission des entreprises et particulièrement toutes les commissions qui sont liées aussi à l'international. Un mot, bien sûr, comment ne pourrais-je pas le faire, remercier mon confrère et ami Mohamed Lakila, qui m'a précédé à cette fonction de président de l'Ordre avant de devenir député. Peut-être que je deviendrai député un de ces jours. Marseille est une ville ouverte sur la Méditerranée et sur le monde. Les experts comptables sont des acteurs au cœur de l'économie, au cœur de l'entreprise. Je crois que cette période Covid l'a bien montré. Et il n'y a plus de débat là-dessus, on va dire, Christian. Pour moi, le marché à l'international, vous le disiez tout à l'heure, ne doit pas être réservé uniquement aux grands groupes et aux grandes entreprises. Parce que le tissu économique de notre région est fait de TPE et de PME. Je crois qu'on est aux alentours de 90% de TPE-PME. Et le commerce international offre de véritables opportunités et de vrais leviers de croissance. L'expert comptable n'ignore pas tous les dispositifs qui ont été mis en place par notre gouvernement. Le ministre Riester en a rappelé quelques-uns, les financements, le FASEP, le VIE, les prêts d'État. On n'ignore pas ces dispositifs. On ne peut pas d'ailleurs les ignorer en tant que professionnel. Et il faut que vous sachiez qu'on est prêt, vous, entreprise, à vous accompagner, évidemment, à l'international. Pourquoi ? Parce que nous devons être conquérants. Récemment, le président de la République est venu à Marseille et a parlé de Marseille en grand. Eh bien, pour ma part, je vois aussi Marseille en grand, avec nos entreprises tournées vers l'export. Et au travers de cette table ronde, nous allons construire le Marseille de notre région en grand.
Nous avons pour cela tous les outils à notre disposition, ne serait-ce que par le diagnostic que nous faisons chez nos clients pour déterminer ceux qui sont prêts à franchir le cap et à passer vers l'international. Je ne saurais terminer ce propos introductif sans remercier les intervenants et les entreprises qui viennent témoigner de leur expérience en matière d'export. Je suis, avec la profession, comme le rappelait tout à l'heure Christian, très sensible à ce sujet de l'international. Alors, nous allons mettre les bouchées doubles pour accompagner nos 2098 experts comptables et indirectement, bien entendu, les entreprises dans la conquête de nouveaux marchés. Colette Wetzmann, depuis maintenant 1 an, voire plus, vous avez détecté dans les chiffres qui sont ceux des experts comptables, ceux qui sont les remontées de comptes et que vous centralisez dans vos statistiques, qu'on n'allait pas vers une situation catastrophique et qui verrait une file d'attente dans les tribunaux de commerce. Au contraire, que les entreprises avaient su disposer des aides que nous avons eues et que, au contraire, les résultats étaient plutôt pas mauvais. Ce matin, on entendait aux informations que Bercy a bien du mal à camoufler le fait qu'il y a une cagnotte quelque part. Y a-t-il une cagnotte? En tout cas, il y a un retour des impôts sur les entreprises plus fort que prévu. D'habitude, on essaye d'avoir le chiffre inverse cette fois, on essaye de se dire c'est peut-être pas ça, mais en tout cas il est plus fort que prévu, donc il confirme tout à fait ce que vous disiez, vous, en avant-première, et ça veut dire que vous encouragez aussi les entreprises qui finalement ont réussi à bien se tenir dans cette période à reprendre les chemins de l'international. Bien entendu, Mohamed Lakila le rappelait tout à l'heure, le quoi qu'il en coûte a parfaitement fonctionné. Les entreprises, aujourd'hui, on est en pleine relance. Et la relance, c'est aussi l'international. Et nous allons les accompagner à franchir ce cap et à réouvrir leurs entreprises vers l'international. Alors, on a entendu le ministre Franck Riester a rappelé les dispositifs. On a quand même, et Mohamed Lakila l'a évoqué, on a l'impression que très souvent les entreprises vont à l'international et qu'elles n'actionnent pas toujours les dispositifs qui pourraient les protéger, les couvrir, qui sont finalement très généreux. Je crois que ça doit être parmi les plus généreux d'Europe quand on sait les actionner. Alors, ils demandent quelques procédures et on verra les experts comptables pour les accompagner. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut combler ce décalage? Est-ce qu'on peut les encourager, leur dire allez-y, vous pouvez faire des missions, elles peuvent être couvertes, etc. Alors, on ne peut pas, on doit. On doit parce qu'on ne peut pas, comme vous le disiez tout à l'heure, notre région, elle est ouverte. Donc, avec les aides que nous avons, le ministre en a rappelé quelques-unes, on a le FASEP, les VIE, on a plein d'outils, on a plein d'aides, on a plein d'assurances. Aujourd'hui, une entreprise qui a les moyens d'aller à l'international ne doit pas se laisser arrêter par ce côté administratif et autres. Et d'ailleurs, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est se rapprocher de son expert comptable, de lui dire, voilà, aujourd'hui, regardez mes chiffres, est-ce que je peux aller vers l'international? Nous sommes les premiers à diagnostiquer oui ou non. Si on y va, l'expert comptable a les outils. De toute façon, et quand bien même nous n'aurions pas tous les outils, à un moment donné, nous, on sait où aller les chercher. Et il y aura tout. Il y aura les aides, il y aura les subventions, il y aura les prêts, il y aura tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut avoir pour aider une entreprise pour s'ouvrir à l'international. Alors, on a évoqué les dispositifs nationaux, mais ici, il y a le Team France Export qui est très important. Il y a l'APEX qui accompagne l'exportateur. Il y a sur l'Afrique aussi Africa Link qui accompagne l'entreprise. Donc ici, on est structuré aussi, en dehors du conseil indispensable d'experts comptables, par des clubs pour accompagner et aller très fortement à l'international. Tout à fait. Tout à fait. Alors, nous allons voir cela avec 3 entreprises que le Conseil de l'Ordre a souhaité inviter pour parler concrètement et de façon vivante avec du vécu de l'international, avec des entreprises qui sont à des niveaux très différents. On va commencer par une start-up avec DMS Logistique et je vais demander à Mejda Nadari de bien vouloir me rejoindre. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, Mejda Nadari, vous nous présentez DMS Logistique, vous êtes dans un secteur qui est très important à Marseille. Vous touchez à la logistique, je crois que vous touchez aux containers, vous allez nous expliquer comment et ce que vous faites dans les containers. Absolument. Donc merci et bonjour à toutes et à tous. Merci Christian, merci Colette et merci monsieur le député Mohamed Lakila pour l'invitation. Alors, rappelez peut-être en quelques mots déjà ce que est DMS Logistique. Alors, moi je représente aujourd'hui la société, on a une équipe plutôt de chercheurs dédiée en fait à l'optimisation en fait des flux de conteneurs, vous l'avez dit, sur le segment de la logistique. Donc on est basé à Marseille et le sujet, alors je buvais du petit lait en vous écoutant en vérité et monsieur le ministre en particulier sur l'ouverture, les opportunités de nos startups, de nos entreprises. Expliquez-nous déjà ce que vous faites sur vos containers et sur la logistique, là, parce qu'on n'a pas bien compris encore. Alors nous, on a une solution d'intelligence artificielle qui vise à anticiper et à prévoir l'arrivée des flux de conteneurs dans un port.
Là, vous vous adressez au port. On s'adresse au port, au terminal en particulier. L'intérêt, c'est de décongestionner les ports, premier niveau. Et quand on voit en Méditerranée, on connaît ça, les bateaux qui attendent au large. Absolument. Là, c'est du temps perdu, C'est du et temps pour perdu, le port et pour les bateaux. Et c'est de l'émission de CO2 quand même qui est assez Oui. considérable. Donc il y a 2 enjeux pour nous. La première, c'est libérer les énergies, c'est vraiment ce qu'on dit. Le terminal, c'est la porte d'entrée dans notre territoire. C'est la porte d'entrée, si on parle de l'Afrique, d'un continent tout entier. Pardon. Je ne veux pas vous noyer avec des chiffres, je crois qu'on a des experts pour le faire, mais c'est aujourd'hui 800 millions de conteneurs qui transitent dans le monde. 90% de la marchandise mondiale transite par voie maritime. C'est donc un endroit qui est le testimonial de l'activité économique d'un pays, d'un territoire. En Afrique, 3% de flux de conteneurs, seulement pour 18% de la population mondiale. Donc on a un enjeu extraordinaire. Alors, pour votre application, qu'est-ce qu'elle apporte dans la gestion d'un port? Alors, précisément, 2 choses. La première, c'est que par l'anticipation de ce qui va arriver dans un terminal, on arrive à prédire quelles sont les ressources dont on va avoir besoin pour assurer les arrivées, pour assurer la rotation des conteneurs, pour assurer l'activité tout simplement, et pour faire en sorte de... Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, chaque terminal va avoir ses outils, et c'est surtout un travail qui sera fait par l'expertise du directeur des opérations, qui, comme beaucoup de métiers, va faire de l'anticipation, mais plutôt par l'expérience. Et il est informé par quoi? Par les compagnies, C'est en fait, il a un jeu de données et puis il va interpréter voilà, quelles sont les prévisions qu'il va faire, et en fonction de son estimation, il va prévoir un certain nombre de ressources, que ce soit des ressources humaines ou des ressources matérielles telles que les grues. C'est ce qui coûte très cher, ça représente à peu près 70% quand même de son chiffre d'affaires, donc c'est non négligeable. Il y a des leviers de croissance absolument incroyables, extraordinaires là-dedans. Donc du point de vue économique, c'est un outil vraiment plus qu'intéressant, qui est assez extraordinaire, je le dis. Je remercie mes équipes pour ça. Voilà, un peu de pub. Alors, ce que je n'ai pas dit surtout, c'est que nos taux de précision sur les prévisions que nous faisons sont de 99%. 2 semaines à l'avance, heure par heure, je suis capable de vous dire, avec 99% de taux de précision, ce qui va se passer chez vous. D'accord. Derrière, vous allez pouvoir ajuster votre ressource pour travailler au bon endroit, au bon moment, et on décongestionne les ports, et on évite effectivement des temps d'attente qui vont diffuser du CO2, que ce soit du côté des transporteurs ou du côté des navires qui attendent au large. Ça, c'est un enjeu environnemental très fort pour nous. On a d'ailleurs été référencé par l'ADEME comme une solution pro-durable, donc ça, c'est aussi un marqueur pour nous important. Et je terminerai peut-être là-dessus. C'est une société, c'est assez rigolo parce qu'elle est née en fait en Afrique. Donc on est marseillais, mais le premier client était en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour être très précis. On a plus d'1 million de conteneurs aujourd'hui qui transitent dans notre solution, simplement parce que ce sont des pays, en réalité, qui sont extrêmement friands de numérique, de digitalisation, parce que ils n'ont pas connu comme nous toutes ces avancées technologiques. Il y a une vraie rupture aujourd'hui. Donc pour eux, ils sont capables très vite de prendre des décisions et de se dire nous n'avons rien hier et on est aujourd'hui friands de tout ce qui peut arriver. Vous êtes né en Afrique, donc l'international vous connaissez. Quels sont vos besoins de développement et en quoi vous avez besoin d'être accompagné pour vous développer à l'international? Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir un produit qui parle pour lui-même, très franchement. Donc ça, c'est une force et c'est modeste en plus. Hein. Oui, il faut l'être. Vous savez, on est le support de son message et on a un produit qui est vraiment assez exceptionnel. Et je vais vous dire pourquoi. Bravo. Et j'en suis fier. On a fait le CES Las Vegas. Ça, c'était une première première marque, j'allais dire de reconnaissance de l'écosystème, de la recherche dans lequel nous sommes. On a fait aussi la convention CASE dernièrement, et je parle pour mes équipes quand je vous dis tout cela. Mais, voilà, on est fiers, mais pour mes équipes, mais il faut être fier. On a fait la convention CASE 2021, qui est la convention, la grand-messe des chercheurs, de l'industrie, de la robotisation. Nous étions la seule start-up française invitée, aux côtés d'Amazon et d'Alibaba. Donc ça fait quelque chose, franchement. Donc, je vous le dis, le produit est assez extraordinaire. On est aujourd'hui à Marseille. On a été contacté par des gros acteurs de Méditerranée. Je ne peux pas encore dire les noms, mais je pense que vous savez de qui je parle. Et puis voilà. Le sujet, et ça, j'aimerais profiter de cet instant pour remercier monsieur le député Mohamed Lakila, qui a été franchement le premier à venir nous voir dans nos bureaux, parce que je lui ai écrit et je lui ai dit, écoutez, monsieur le député, j'ai un sujet, voilà, moi je suis une entreprise, je fais de l'innovation, et dans le milieu de l'innovation, malheureusement, les métriques du passé n'existent pas. Et pour les investisseurs, quand les métriques du passé n'existent pas, ça s'appelle un risque. Et c'est un risque qu'on n'est pas forcément prêt à prendre, même si vous avez la meilleure technologie de la planète. Il faut déjà faire ses preuves, signer de nombreux marchés. Et nous, on a envie de dire, moi, quand j'arrive à ce niveau-là,
j'ai plus besoin, entre guillemets, d'avoir ce financement que j'appellerais le financement d'amorçage. Voilà. Donc, monsieur le député est venu chez nous, il a fait quelques appels, il nous a organisé des rendez-vous et il a débloqué la situation du point de vue financier. Maintenant, je parle pour celles et ceux qui n'ont pas cette chance de connaître monsieur le député, parce que je vais être assailli, je pense, mais le défi en France, franchement, c'est l'amorçage. Il y a effectivement un premier pas qui est fait, je sais qu'il y a des solutions qui existent, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a deux choses. Il y a la connaissance des produits qui existent. Et ça, c'est un vrai défi. Et vous le disiez, monsieur le député, les grandes entreprises sont structurées pour aller les chercher et pour les connaître. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est même quand on les connaît, et pardon, il faut les activer. Et l'administratif, ça reste quand même un vrai sujet pour nous. Quand on est une start-up, nous n'avons pas les moyens, vraiment, de mettre à disposition une ressource complète pour remplir les dossiers, parce que je connais bien le FASEP, je connais ces dispositifs, mais quand on a vu le temps que ça prenait, nous, maintenant, c'est une économie de temps. C'est-à-dire, OK, le temps que je mets pour faire le dossier, c'est le temps que je ne prends pas à aller voir mon client. Et ainsi de suite. Donc, on a ce sujet-là aujourd'hui qui est extrêmement fort. Et sur l'amorçage, c'est cette partie où les tickets d'entrée ne sont pas suffisamment importants pour que des spécialistes de l'amorçage s'y intéressent. Quand vous demandez des tickets entre 200 et 300 000 euros, je prends à témoin ceux qui sont de l'autre côté de nos écrans, ça reste difficile parce que vous avez les coûts fixes, c'est-à-dire l'encadrement, toutes ces personnes qui vont travailler sur votre dossier. Donc, je comprends qu'économiquement parlant, ça ne soit pas intéressant. Mais si on parle d'innovation, si on parle de produits qui sont quand même, pour nous, on est sur un territoire, on parle de logistique. C'est la souveraineté nationale. C'est aussi notre capacité à nous d'entreprendre, d'innover, de s'imposer chez des partenaires étrangers en Afrique, où il faut qu'on reprenne nos positions par rapport à ce que peut faire la Chine. On est quand même dans un moment de notre histoire où on doit être fier d'être français, on doit être fier d'avoir des entreprises créatives, innovantes, et pardon, j'aimerais qu'on les accompagne, alors, évidemment. On va parler de cet amorçage. Ce dont vous parlez, c'est effectivement le financement de l'amorçage. C'est un sujet qui est sur la table depuis longtemps. Il y a quand même eu des outils régionaux comme Sudinvest qui tentent d'y répondre, qui apportent une réponse pour un certain nombre d'entreprises. Peut-être que ce n'est pas adapté à ce que vous faites, mais en tout cas, ça existe. Est-ce que dans nos invités, Géraldine Philippi pourrait peut-être répondre, si elle a une réponse? Je sais que ce n'est pas tout à fait votre sujet, ni Tissi Doucin Ramirez, peut-être... sur l'amorçage, il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de choses qui peuvent accompagner l'entreprise dans son développement, même si elle n'a pas effectivement encore derrière elle tout un 3 bilans à présenter avec des résultats positifs. Alors, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à partager ce plateau avec vous et un grand merci à monsieur le député. Moi, vous savez, j'ai passé 25 ans de ma vie à l'étranger. Et je dois dire que la France est un des seuls pays que je connais à avoir mis sur la table autant d'argent et autant de solutions pour aider les sociétés à l'export et notamment dans le cadre du plan de relance. Le ministre en parlait tout à l'heure, il y a les chèques relance export, les chèques relance VIE. Maintenant, il y a même des chèques pour la traduction des sites internet, etc. Et j'entends ce que disait Madame sur l'amorçage des sociétés. Et c'est en partie pour ça qu'on a créé la Team France Export. Alors la Team France Export, Tigné en parlera après moi, mais vous savez que c'est de la structuration finalement de tous les acteurs locaux, de la région, de CCI international, on a inclus, alors évidemment il y a la BPI, mais il y a aussi nos amis conseillers du commerce extérieur de la France, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème à l'origine. À l'époque, il y a une dizaine d'années, il n'y avait rien en France qui était vraiment structuré, donc on ne savait pas vraiment vers quel organisme se tourner. Aujourd'hui, on sait. Alors, il y a effectivement des solutions. Il y a des solutions qui permettent de rendre l'export moins cher. Pour les sociétés qui pensent que l'export ne coûte rien, c'est faux. C'est-à-dire qu'il n'a jamais coûté aussi peu cher qu'en ce moment, grâce au plan de relance et grâce aux subventions de la région, aux subventions nationales, aux chèques relance export, aux chèques relance VIE, etc. Mais ça reste quand même une activité qui a un coût. Et bravo d'être allé au CES de Las Vegas, parce que quand on voit le nombre de sociétés qui nous demandent une entrée pour ce salon, on se rend compte à quel point ça peut être compliqué. Il y a beaucoup de compétition pour y aller, donc félicitations à vous. Sur l'amorçage, il y a plein de choses qui ont été mises en place et je sais que Tini complétera mon propos, mais il y a notamment sur les sujets EEN, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. EEN, des solutions vous définissez, s'il vous plaît? Oui, ça c'est Entreprise Europe Network France.
qui est un dispositif qui est porté par la région, par Rising Sud, qui est aussi porté par la Chambre de commerce et d'industrie internationale et qui permet de financer l'innovation. Donc on est nous aussi en train de s'approprier les questions que Madame vient d'évoquer pour essayer de proposer des solutions à des sujets qui sont de vrais sujets dans l'évolution d'une société avec aujourd'hui un monde digital très fort, de l'innovation qu'il faut pouvoir booster. Et voilà, la France s'est posé toutes ces questions et je crois qu'aujourd'hui, alors sans pouvoir rentrer dans trop de détails parce qu'on n'a pas le temps de le faire ici sur ce plateau, mais je serais ravie d'y répondre. Merci. Tini Dousan Ramirez, vous êtes en charge de l'international à BPI France. Les entreprises connaissent bien vos bureaux parce qu'elles fréquentent régulièrement quand elles veulent être accompagnées dans notre région. Pour compléter la question sur cette phase, ce questionnement réel de l'amorçage, quels sont les dispositifs qui sont accessibles pour une entreprise qui n'a pas le passé à montrer pour faire la preuve qu'elle va faire une prospection positive et qu'elle pourra être couverte par les dispositifs de BPI France notamment? Merci Christian. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors pour compléter ce qui vient d'être dit par Géraldine, au niveau de l'amorçage, et donc pas seulement sur le sujet des entreprises qui souhaitent exporter, BPI France, qui est aujourd'hui la Banque publique de l'export, était déjà par le passé la Banque publique de l'innovation, si je puis dire. Donc nous avons effectivement tout un tas de dispositifs qui permettent d'accompagner les entreprises qui innovent dans toutes les étapes clés de leur vie d'entreprise. Nous intervenons sur l'amorçage, bien évidemment, et DMS Logistique a bénéficié d'une intervention de BPI France en termes de soutien à l'innovation. Nous intervenons même parfois en création de la structure juridique, proprement dite, de la société. Donc, encore une fois, on n'a pas le temps de rentrer dans l'ensemble de la gamme innovation et aujourd'hui, on va essayer de se projeter plutôt sur le développement à l'international des entreprises. Mais donc, il existe tout un tas de dispositifs et il convient de rencontrer le chargé d'affaires innovation en charge du domaine d'activité de votre entreprise pour avoir connaissance, si ce n'est pas encore le cas, effectivement, de ce continuum et notamment sur le volet amorçage, mais aussi les bridges que l'on peut faire dans l'attente des levées de fonds qui, on le sait très bien dans le contexte Covid, pour certaines ont été décalées parce qu'effectivement les investisseurs avaient peut-être du mal à se projeter avec des BP qui ont subi un petit coup d'arrêt. Donc voilà, on a su et on saura faire tout ça. Sur le volet international, nos outils, et notamment l'assurance prospection et l'assurance prospection accompagnement, sont adaptés aux entreprises qui ont un premier bilan et déjà quelques euros, j'ai envie de dire, de chiffre d'affaires de commercialisation. Donc, on peut intervenir finalement très tôt dans l'internationalisation de l'entreprise. On n'attend pas qu'elle ait 3 ans d'existence, on n'attend pas qu'elle soit rentable, on peut intervenir dès des phases très amont de son développement. Voilà, seule contrainte, un premier bilan et avoir commencé sur le domestique ou à l'export à vendre quand même quelques produits ou quelques services. Donc, si on le dit autrement, ne plus être en pure phase de R&D, mais avoir un produit qui est déjà qu'on pourra mettre sur le marché. Parce que lorsque on va mettre en place ces outils financiers, derrière, il y a la Team France Export qui va travailler, notamment les bureaux de Business France à l'étranger. Effectivement, ils vont aider l'entreprise à vendre des produits ou des services qui existent, avec un catalogue et quelque chose qui est bien ficelé. Donc voilà. Donc il n'y a pas véritablement de trou dans la raquette. Alors oui, il y a encore ces 0 à 1 an, effectivement. Tant qu'il n'y a pas un premier bilan, là il y a un petit peu une faille, mais effectivement, si on met en lumière l'ensemble des dispositifs qui existaient déjà, les nouveaux dispositifs dans le cadre du plan de relance, effectivement, il n'y a jamais eu autant de dispositifs d'accompagnement et de soutien financier pour accompagner et faire que nos entreprises régionales se projettent. Merci Tini Dousan Ramirez. Je rappelle que vous êtes délégué international en charge chez BPI France de tous ces dispositifs de l'international. Mejda Nadani, vous avez entendu, vous prenez rendez-vous Voilà, c'est sûr que je vais prendre rendez-vous. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, on vous remercie. On va laisser le micro maintenant à une deuxième entreprise qui va rejoindre ce plateau, si vous voulez bien laisser le micro. C'est SP3H et c'est Alain Lunati qui me rejoint. Alain Lunati, alors vous êtes dans la techno, vous aussi. Je suis dans la techno, effectivement. Voilà, et il apporte sa techno directement sur le plateau. Oui, voilà, je peux l'apporter parce que maintenant, elle tient dans la main. Elle tient dans la main, elle est réalisée, c'est plusieurs années de travail. C'est 15 ans de développement. Ah oui.
20 millions d'euros d'investissement. Ah, tout ça, ça vaut 20 millions d'euros. Voilà, ça vaut 20 Bon, millions d'accord, d'euros. je vais faire pour que vous attention. puissiez le tenir dans la main, puisque quand on est parti il y a 15 ans de la solution, on va dire, reconnue dans les domaines industriels, c'était des grosses armoires de 150 kg, 2 mètres de haut, et qui coûtaient environ 300 000 euros. Voilà, donc, Alors, expliquez-nous ce que c'est. En fait, j'ai compris que c'était un renifleur, en fait. C'est tout à fait, ça permet d'analyser en temps réel la qualité des fluides organiques. Donc essentiellement aujourd'hui on est orienté sur tout ce qui est carburant, mais on peut faire de l'analyse en temps réel sur les process, par exemple de l'analyse de la qualité du lait, de différents types de produits en fait, de base, tout ce qui est organique dans le milieu de la pharmacie, le milieu de la chimie, l'agroalimentaire, la pharmacie. Tout à fait. On est allé faire des tests avec nos capteurs qualité carburant chez le leader de l'analyse laitière en Hollande, par exemple. On a gagné un des awards. Donc ça permet de renifler effectivement, et ça rentre dans le cadre aujourd'hui de tout ce qui est le cadre légal législatif. De la décarbonation notamment des transports au niveau mondial et le rapport du GIEC, qui permet de s'assurer de la qualité des carburants qui vont être utilisés sur les véhicules thermiques. Application, le carburant, c'est une application possible de votre... C'est l'application, on va dire, phare qui nous a permis de lever 11 millions, quasiment 12 millions d'euros, essentiellement parce que aujourd'hui, les deux piliers de l'économie mondiale, c'est effectivement, on va dire, le transport, dont effectivement les conteneurs en font totalement partie, et l'énergie. Et donc, notre solution s'adresse aussi bien aux producteurs d'énergie, raffinage, pétrochimistes, production, et aussi aux utilisateurs. Aujourd'hui, il y a 1,3 milliard de véhicules thermiques dans le monde, même si effectivement l'électrique se développe. Dans 20 ans, il en restera 700 millions. Donc, comment on peut décarboner? Et un des points importants en Afrique, c'est que la complexité justement de la nécessité de mettre en place un grid, un réseau électrique, n'est pas compatible avec des usages de véhicules qui devront être pourvus, on va dire, d'usages de biocarburants réglementés que nous, on peut aller analyser. C'est-à-dire que vous mettez un biocarburant réglementé, nous, on va l'analyser, ce qui peut donner une garantie au véhicule que vous roulez avec un carburant qui vous amène 95% de réduction d'émissions de CO2 du puits à la roue. Donc, alors maintenant, votre produit, il est vendable? Maintenant, il est vendable, tout à fait. Donc, vous cherchez à le vendre? On a commencé à le vendre. Donc, il y aura des points intéressants avec les personnes de BPI parce qu'effectivement, je pense qu'il manque quelques petits... si on a fait tout le process, donc effectivement, on a bien été aidé. Au départ par Envar, puis par Oseo, puis par BPI. Donc, on connaît bien, on va dire que effectivement, c'est l'antériorité et l'expertise qu'on en a. Et effectivement, on a pu... on va dire, assumer l'ensemble du développement, mais aussi derrière, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de produit qu'il ne faut pas en faire la promotion. Voilà, c'est ce qui est très important, ce que vous dites là, parce que c'est peut-être un des créneaux qui est difficile à financer, à soutenir, parce que vous avez quelque chose qui est virtuel. Vous n'allez pas vendre et amortir et pouvoir couvrir le frais d'une mission ou d'un salon avec la vente de quelque chose qui n'existe pas encore. C'est exactement ça. On a pu effectivement en discuter avec le député Mohamed Lakila quand il est venu chez nous il y a quelques semaines. C'était très, très intéressant de pouvoir effectivement être invité aujourd'hui et se retrouver ici pour en discuter, parce que on fait ce qu'on appelle du techno-push market pool. Bon, moi, je ne savais pas que je faisais ça, mais en gros, voilà, c'est comme M. Jourdan. Voilà, c'est-à-dire que on discute avec des très très grands groupes. Ouais. Ils ne vont pas attendre de voir arriver votre technologie après 15 ans. Il faut commencer à les informer. Là, on est à la 6e génération de démonstrateurs qui est le produit final. Mais c'est-à-dire qu'on fait la promotion de nos prototypes au fur et à mesure du développement. Chaque fois qu'on passe un jalon technique, ça nécessite, quand vous êtes invité par des grandes sociétés au Japon, aux États-Unis, si c'est Ford qui vous demande de venir à Dearborn ou Toyota au pied du mont Fuji, vous y allez. Vous y allez. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore nécessairement de choses à vendre, mais vous venez faire de la communication. Vous ne venez pas avec un chèque. Ouais, voilà, et c'est la difficulté, parce que c'est de la prospection commerciale sans pouvoir donner derrière des éléments. C'est de l'anticipation. Voilà, mais on ne sait pas si ça a 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, on a des sociétés... On va demander à Tini Dusan Ramirez ce qu'elle en pense, parce que je pense que vous n'êtes pas le premier à avoir cette problématique. Comment peut-on anticiper quand on n'a pas encore un produit qui va... On sait qu'on peut couvrir l'émission, mais encore faut-il que derrière, il y ait une garantie qu'on fera du business ou pas. Mais on ne peut pas faire de business quand finalement on ne peut pas encore vendre. Est-ce que c'est un cas que vous rencontrez et que sur lequel vous pouvez proposer quelque chose ?
Alors, ce type de problématiques et de sujets, bien évidemment, on les connaît avec effectivement des temps plus ou moins longs, on va dire, de développement de business. Alors, bien évidemment que ces entreprises, on les accompagne et CP3H a bénéficié de l'accompagnement. Là, effectivement, on est sur, là encore une fois, la gamme innovation, celle qui va permettre à l'entreprise de passer ces différentes étapes de recherche et développement, de pré-industrialisation, de pré-commercialisation, jusqu'à arriver sur le marché. Là, on est vraiment sur la gamme innovation de BPI France. Une fois que ces étapes sont franchies, on va pouvoir... Mais concrètement, être sur la gamme innovation, ça veut dire quoi quand on se dit il faut que j'aille au Japon, à Pékin ou ailleurs pour faire une mission qui ne va pas me rapporter 1 euro dans l'année? C'est tout à fait ça. Alors, dans la gamme innovation, il y a certains dispositifs comme les prêts à taux zéro innovation, les prêts innovation, qui permettent d'accompagner les premières démarches d'internationalisation des entreprises, quand bien même elles sont en phase de pré-commercialisation. Donc, il y a des dispositifs qui permettent de prendre en compte ces dépenses immatérielles. C'est ce qu'on qualifie de dépenses immatérielles qui passent dans le PNL des entreprises sans avoir effectivement, sans générer encore de profit en retour. Donc, ces dépenses immatérielles peuvent être prises en compte dans des pré-innovations de BPI France, par exemple. Alors, effectivement, au niveau de la gamme internationale et de l'assurance prospection, et notamment de l'assurance prospection accompagnement, qui est le dernier des petits frères, il faut à minima, pour qu'on puisse accompagner les entreprises, qu'elles sachent vers quelle destination elles souhaitent s'orienter et qu'elles aient des grandes lignes budgétaires, à dire voilà, je vais recruter ou je vais essayer de faire 1 ou 2 salons dans l'année. C'est assez difficile d'analyser un projet export sans effectivement budgétisation à la fois de la géographie et des dépenses en corollaire. Là, j'avoue que pour le coup, là effectivement, Monsieur le député, il y aurait peut-être à réfléchir sur un nouveau dispositif qui pourrait être une subvention de démarrage à l'export. Qui là serait complètement déconnecté d'un projet ou de telle étape de vie de l'entreprise. Mais bon, en tout cas, quand Mohamed Lakila, on retient l'idée là Parler de subventions, toujours un peu compliqué, mais c'est vrai que vous avez rappelé que l'assurance, par exemple, prospection, aide à ça. Parce qu'une entreprise qui ne génère pas de chiffre d'affaires, finalement, le coût, c'est l'assureur qui va l'assurer, avec des garanties bancaires, entre autres. Donc il y a des dispositifs, mais encore faut-il que l'entreprise, qu'on ait de vrais entrepreneurs, qui n'attendent pas simplement l'aide de l'État, etc., qui soient vraiment dans un process d'entreprendre et de vendre. C'est bien de chercher, mais j'ai vu effectivement toutes les recherches qui sont faites, et j'ai visité votre entreprise. D'ailleurs, je vous l'avais dit, après le pass sanitaire, on va avoir le pass carburant, parce qu'on va l'installer sur tous les véhicules, et je pense que là, vous allez faire du chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que l'idée est quand même de vraiment entreprendre, d'aller chercher des marchés, d'être dans la prospective, mais pour vendre, pas simplement aller faire des salons pour des salons, c'est quand même mieux. On peut tout attendre de l'État, mais l'État, je pense qu'elle fait suffisamment. La région. L'État, on peut dire que, clairement, on peut reparler des PGE, de ce qui s'est passé l'an dernier. Nous, on ne serait pas là, clairement, si on n'avait pas bénéficié des aides. Je pense qu'il faut le dire. Il y a pas mal de nos collègues innovants dans d'autres pays qui ont disparu, on va dire. Donc là, si on est là aujourd'hui avec un produit sur la table, aujourd'hui, c'est aussi parce que effectivement, l'État fait le job, clairement. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle essai-erreur. C'est-à-dire que quand on fait du screening, on cible certains grands groupes qui vont nous solliciter. Et c'est en fait ce qu'on cherche, c'est lequel sera le plus prompt à venir, entre guillemets, adouber notre technologie. Et ça change au fur et à mesure du temps parce qu'effectivement, comme on n'a pas la science infuse et qu'il y a des stratégies dans ces grands groupes qui se mettent en place, il est parfois, en fait, on change de fusil d'épaule, la technologie reste la même, mais on se rend compte que, par exemple, dans le domaine des gros moteurs industriels, il y a un marché qui s'active parce qu'effectivement... Et derrière vos financeurs, il faut quand même qu'ils vous suivent, quand même. Et les financeurs. Et c'est vrai que souvent, et c'est normal, quand vous décrivez un plan, justement, pour aller bénéficier d'aides, de subventions, de prêts, il faut essayer de clarifier, alors qu'on reste un peu dans du screening,
Et c'est difficile, effectivement. Parfois, on part sur une ligne, on revient avec une autre ligne. On a pu aussi aller au CES Las Vegas. Ça nous a donné en 2017 des clés pour pouvoir avancer également sur la façon de vendre le produit. Mais effectivement, c'est difficile parfois de remplir le dossier parce que même nous, d'une manière, on va dire, totalement honnête, on n'a pas toutes les clés de la stratégie des grands comptes qui pèsent plusieurs milliards, qui sont en face de nous et qui ne nous disent pas forcément tout de leurs besoins. Merci Alain Merci à vous, Linati. Je rappelle que vous dirigez SP3H et que vous êtes en phase de commercialisation de ce petit renifleur qui vaut finalement 20 millions d'euros d'investissement. 40 euros sur un véhicule de 40 euros à l'unité. Il faut en vendre quand même pour amortir tout ça. Il faut en vendre quelques millions. Mais une belle pépite. On va passer de la technologie maintenant aux cosmétiques. Des produits que l'on visualise mieux, je dirais, et qui ne demandent pas toujours, qui demandent de la recherche, mais pas toujours aux 15 ans forcément. Donc je reçois Alain Giroux qui préside Cosmed. Cosmed, c'est un regroupement des entreprises de la cosmétique qui regroupe 920 entreprises. Exactement. Donc bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir de présider cette organisation qui est la première organisation de France en nombre d'entreprises, essentiellement des TPE, PME et ETI, mais c'est la structure de la filière cosmétique d'être à 85% constituée de cette catégorie d'entreprises. Donc oui, on a besoin de soutenir les entreprises de cette taille pour plusieurs raisons. On a vu depuis 10 ans s'écrouler le nombre de start-up cosmétiques, les metteurs sur le marché. Essentiellement pour des obstacles réglementaires dans les différents pays. Donc, Cosmed agit sur 120 réglementations, fournit des conseils pour les entreprises exportées dans le monde entier. La caractéristique de la filière, c'est de ne pas pouvoir survivre sans exportation. Ouais. Ça, vous nous donnez quelques chiffres sur la région. 920, c'est le chiffre national. Alors, 920, c'est le chiffre national. Il y a je parle des membres de Cosmed. Les 920, ça représente à peu près la moitié des metteurs sur le marché de France. Il y en a environ 1800. On ne compte pas les circuits de distribution. Dans la région, il y a 220 entreprises directement metteurs sur le marché. En France, ça représente 150 000 emplois directs et indirects. 48 000 sont chez Cosmed. Dans la région, on est à 9 900 emplois, ce qui est déjà quelque chose de Donc vous dites que le cosmétique, les produits cosmétiques, c'est essentiellement de l'export, et on sait toutes les entreprises qui sont dans ce secteur-là sont dans l'export, de façon étonnante des fois, parce qu'on va en Amérique latine, on va aux USA, on va en Afrique, avec des produits qui sont faits discrètement dans la région. Alors discrètement... Ben vous avez raison d'utiliser ce terme. Vous avez raison parce que l'industrie cosmétique, c'est peut-être la moins visible des pouvoirs publics. C'est celle qui demande le moins d'argent. Elle survit toute seule. Elle a acquis sa place de deuxième filière exportatrice en France, derrière l'aéronautique, sans l'aide de personne. Mais merci quand même, dans le Covid, du soutien, parce que là, il y aurait eu beaucoup de casse. Ouais. Donc c'est quand même une filière qui est en général la dernière à rentrer dans les crises et la première à en sortir. Mais là, il a fallu quand même un sérieux coup de main. Alors le marché méditerranéen et puis le marché africain, il compte aussi dans des configurations différentes. Le marché méditerranéen compte beaucoup, à la fois en sourcing et en marché d'achat. Alors c'est surtout, il y a déjà des liens culturels historiques, mais c'est surtout un marché d'avenir. Vous avez parlé de l'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, on va en reparler. Mais il faut quand même savoir que le Nigeria, en 2050, c'est 350 millions d'habitants, l'équivalent de l'Europe. Nous travaillons beaucoup avec Business France et c'est un des secteurs que nous regardons parce que c'est là où sont les consommateurs de demain. Alors vous avez en projet un salon qui va rapprocher les professionnels de France et du Maroc. Oui, parce que, monsieur le député L'Aquila l'a souligné tout à l'heure, la crise nous a fait évoluer d'une vision de l'export lointaine à une vision de l'export de proximité. Et ça, c'est très important. Bien sûr, Cosmed soutient la e-plateforme de Business France pour la visibilité internationale. On soutient également, on porte un VIE pour la zone Asie, mais il faut réactiver toutes ces relations de périphérie qui sont accessibles aux PME. Au Maroc, ce sont tous les grands groupes qui sont présents. Il y a beaucoup moins de PME.
Ah ouais. Donc nous allons effectivement en 2023 faire un grand salon national de la cosmétique France-Maroc. Il y a des liens très forts, il y a vraiment des intérêts communs. À Marseille, j'espère. Forcément, à Marseille, vous le savez très bien. Et voilà, les liens, ils existent, ils demandent à être réactivés. Quelle période ce sera? Ça va être début 2023 probablement. D'accord. Après, peu importe, mais il y aura l'essentiel des entreprises, l'essentiel des acteurs. La France est un grand fournisseur du Maroc en extraits végétaux. Ouais. Et le Maroc est un grand fournisseur de la France en plantes de récolte avec des qualités bio et naturelles tout à fait intéressantes qui sont demandées aujourd'hui. Donc, nous allons essayer de renforcer les liens et de faire ça avec les institutions et tous les partenaires. Il y a parfois même des touristes qui achètent des produits qu'ils croient marocains, qui ont été fabriqués dans notre région. Mais tellement nos entreprises sont offensives sur le marché marocain. Géraldine Philippi, ce salon France-Maroc dans la cosmétique, vous pensez que c'est un salon qui aura le soutien de Business France? Absolument. On est, comme le disait monsieur, moi j'étais ravie d'entendre ce qu'il vient de dire parce que le Maroc et l'Afrique en général fait vraiment partie de nos destinations phares. La région sud vient d'ailleurs de commander à Business France ce qu'on appelle un booster Afrique. Donc ça fait vraiment partie, voilà, c'est dans le spectre de ce qu'on fait. On a accompagné cette année en 2021 300 entreprises déjà et qui ont déjà demandé 250 chèques relance export. Donc on voit à quel point ça fonctionne. Sachez que la région sud est la première région de France en termes d'atteinte des objectifs que s'est fixé la Team France Export. Donc on est très fiers. On est très fiers de ça. Et monsieur parlait des e-vitrines. N'hésitez pas. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème. C'est que en France, 2 entreprises sur 3 qui vont à l'export, souvent par opportunisme, décident d'arrêter au bout de 3 ans si elles ne sont pas accompagnées. Et nous, notre job, c'est de les accompagner. Je rencontrais l'autre jour un patron de société d'une boîte qui fait des produits solaires qui me disait nous, l'Espagne nous intéresse, on pense qu'il y a un marché, mais personne dans l'équipe ne parle espagnol. Et donc, on s'est dit que peut-être on n'irait pas. Et puis, ils ont changé d'avis. Business France les a accompagnés. Et voilà, et ça marche même super bien. Le Made in France, le fabriqué en France, a une portée à l'international qu'on sous-estime trop largement. Et je pense que les gens ont encore peur de nous appeler pour nous demander de l'aide. Mais qu'ils le fassent. Nous, on ne demande que ça. Colette Welzmann, ces entreprises, là, ces 3 boîtes que l'on voit sont représentatives de notre économie régionale. Elles disent on y va, on fonce, mais elles détectent toujours un point où finalement il y a peut-être un point de non-connaissance des aides, un angle mort qu'on ne connaît pas parce qu'on a lu les trucs en vitesse et qu'on ne sait pas. Là, qu'est-ce que vous dites? Vous allez approfondir ça, apporter plus de conseils? Parce que là, il y a quand même des petits manques au fur et à mesure dans le parcours qu'on vient d'entendre. Oui, ça me donne quelques idées, parce que j'ai déjà noté un grand titre pour moi. Il va falloir que notre conseil, comme les CRO d'autres régions, crée une véritable boîte à outils destinée aux experts comptables et évidemment aux entreprises qui sont accompagnées. J'entendais, on a des difficultés à obtenir des aides au niveau de l'amorçage, on a des difficultés à monter les dossiers administratifs. Après, vous savez, je crois que c'est chacun son job. Nous, on est là pour aider, pour accompagner les entreprises. Encore faut-il qu'elles nous sollicitent. Après, vous allez dire, on ne doit pas attendre qu'une entreprise vienne à l'expert comptable. Quand on a une entreprise tout au long de l'année, on doit être en éveil et à l'écoute. Et je dirais, il faut qu'on les accompagne et qu'on arrive, nous aussi, à détecter ces entreprises qui sont capables de partir à l'étranger, qui sont capables de s'ouvrir à l'export vers la Méditerranée ou l'Afrique ou ailleurs. Il ne faut pas que ces pépites-là nous échappent et aille ailleurs. Merci. On va demander à Bruno d'Artigonave de me rejoindre pour commencer à conclure cette heure de rendez-vous sur la Méditerranée, sur son ouverture. Bruno d'Artigonave, vous êtes expert comptable, vice-président du Conseil régional de l'Ordre. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit pendant ce temps d'échange. Ça évoque votre travail quotidien, ça évoque vos responsabilités au Conseil de l'Ordre? Écoutez, je voudrais tout d'abord remercier le ministre pour son intervention. Je voulais également remercier mon confrère et ami Mohamed Lakila qui a permis que cette
réunion puisse se tenir. Je voudrais saluer aussi l'énergie de ma présidente Colette qui est très mobilisée pour que le CROEC puisse tenir ce type de réunion. Puis remercier tous les intervenants et notamment les chefs d'entreprise qui ont été... vous, dans votre job, ça évoque quoi là? L'expert comptable, comment il réagit quand il entend tout ça? Alors, bon, en synthèse, hein, j'ai 3 points. Le premier point, c'est ce qu'a évoqué Mohamed, c'est rien ne peut se passer sans volonté politique. Si on veut qu'il y ait une croissance à l'international, faut-il encore qu'il y ait une réelle volonté politique. Alors après, évidemment, une fois que les dispositifs sont mis en place, il faut pouvoir les accompagner, il faut pouvoir accompagner les entreprises qui sont souvent dans le flou pour qu'elles aient une lecture sur la façon dont elles puissent pénétrer les marchés à l'étranger. Et ça, c'est le rôle de l'expert comptable. Il faut savoir que les experts comptables, on est les conseils privilégiés des entreprises et c'est à nous de pouvoir accompagner les chefs d'entreprise dans leurs projets à l'exportation. Alors, évidemment, faut-il encore avoir connaissance des dispositifs. Et là, c'est le rôle du CROEC. Hein, c'est le rôle de, notamment, j'ai la chance de pouvoir présider la commission entreprise. Et au sein de cette commission, nous avons un comité international présidé par Mohamed Lakila. Alors, ça change un peu. Mohamed est sous mes ordres, il est sous les ordres des plus jeunes. Donc, c'est un peu compliqué. Au service. Mais évidemment, avec le dynamisme de Mohamed et de toutes ses équipes, sa commission prend des relais, charge des informations, tisse des partenariats avec les institutionnels. Et toute cette information recueillie est partagée avec l'ensemble des confrères. Et les confrères sont donc à même de pouvoir accompagner les chefs d'entreprise dans leurs projets à l'exportation. On a vu qu'il y avait un rôle spécifique, on l'évoquait avec Colette Weissman, dans votre pratique, vous, d'expert comptable. Est-ce que vous avez déjà ressenti ces questionnements qu'on a entendus d'entrepreneurs qui disent on ne comprend pas tout, est-ce qu'on peut accéder à des dispositifs qui nous semblent un peu lointains? Bien sûr, l'aventure de l'exportation, c'est toujours une grande inconnue. Il peut y avoir des opportunités de marché, mais généralement, les chefs d'entreprise ne connaissent pas les dispositifs. Ils ne connaissent pas les dispositifs d'accompagnement, ils ne connaissent pas les impacts fiscaux et sociaux de leur démarche à l'étranger. Et là, c'est pleinement le rôle des experts comptables de les éclairer et de les faire avancer dans leurs projets. Merci à vous, merci à Mohamed Lakila qui est l'initiative de cette rencontre, merci à Colette Weissman qui l'a organisée avec le Conseil de l'Ordre, merci à vous de nous avoir suivis dans ce premier pas vers la Méditerranée qui est le marché d'avenir de notre région, la Méditerranée comme ouverture, on l'a dit, vers l'Afrique et vers le monde, et nous aurons d'autres rendez-vous pour poursuivre cet approfondissement de nos relations méditerranéennes. À bientôt.